Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans les rouages de la vie en entreprise avec un sujet vraiment essentiel. Le rôle du comité social et économique, le CSE, sur le front de la santé, sécurité et conditions de travail, le fameux SSCT. L'objectif, c'est de décrypter comment le CSE peut transformer la SSCT, souvent vue comme une contrainte un peu administrative, en une véritable opportunité d'action qui a du sens et de l'impact. Oui, c'est exactement l'angle qui est proposé. L'idée force, en fait, qui se dégage de ces textes, c'est que ce domaine SSCT, bon, qui peut paraître un peu aride, technique, très réglementaire, cache en réalité un potentiel énorme. Ah oui, Un levier pour améliorer le travail, bien sûr, mais aussi, et ça c'est crucial, pour renforcer la position et l'efficacité des élus du CSE eux-mêmes. C'est vraiment un changement de regard qu'on nous propose là. alors commençons par ça, justement. Pourquoi est-ce si fondamental pour le CSE de s'investir à fond dans la SSCT? On pourrait penser que c'est juste une obligation légale parmi d'autres, hein. Les sources, elles, suggèrent que c'est bien plus stratégique. Absolument. Le premier nugget à retenir, améliorer la prévention et les conditions de travail, ce n'est pas seulement faire le bien, ça se traduit concrètement. Concrètement, Oui, par une meilleure qualité de ce qui est produit et, in fine, par de meilleurs résultats pour l'entreprise. On sort un peu de l'image d'Épinal de la SSCT comme simple centre de coût, quoi. intéressant. Donc l'argument à développer, ce serait moins d'accidents, c'est moins d'arrêts maladie, moins de perturbations dans la prod, peut-être des salariés plus concentrés, moins de turnover. Tout ça, ça a une valeur économique quantifiable, en fait. Savoir le démontrer, ça change la donne pour le CSE face à la direction. C'est tout l'enjeu. Maîtriser cet argumentaire, c'est passer d'une posture de simple demandeur à celle d'un partenaire qui parle aussi le langage de l'efficacité. Et, au-delà de l'impact économique direct, le document insiste sur autre chose d'important. Un dialogue social de qualité autour de la prévention, eh bien ça améliore le climat général dans l'entreprise. Ah oui. Oui, quand on arrive à discuter sérieusement et constructivement de ces sujets qui sont parfois sensibles, ça déteint positivement sur l'ensemble des relations. Donc, la SCCT devient une sorte de laboratoire pour un dialogue social plus mature, en quelque sorte. On peut le voir comme ça, oui. Le CSE, en s'emparant bien de la SSCT, ne se contente pas de pointer les problèmes, il contribue activement à la performance globale et à la qualité du climat social. C'est un rôle qui est valorisant et vraiment stratégique. D'accord, l'enjeu stratégique est clair. Mais pour passer de la stratégie à l'action concrète, revenons aux fondamentaux. Quelles sont précisément les missions clés du CSE dans ce domaine, telles qu'elles sont rappelées par le document? Qu'est-ce qu'un élu doit avoir en tête au quotidien? Trois grands axes qui découlent directement du Code du travail. Premièrement, la mission qui chapeaute un peu tout. Promouvoir activement la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail. Promouvoir. C'est ça, c'est le cœur de la mission SSCT. Le mot promouvoir est important, j'imagine. Ça suggère une démarche d'initiative, pas juste être réactif. On n'attend pas que les problèmes arrivent pour agir. C'est exactement ça, être force de proposition. Deuxièmement, il y a la fonction peut-être plus connue de gestion des réclamations. Le CSE est le porte-voix des salariés pour les demandes individuelles ou collectives, sur les salaires, l'application des règles et bien sûr tout ce qui touche à leurs conditions de travail. D'accord. Et dans ce cadre, le CSE a un rôle essentiel d'enquête, en particulier après un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qu'on appelle souvent un AT-MP. Il ne s'agit pas de chercher des coupables, mais bien de comprendre les causes profondes pour éviter que ça ne se reproduise. Analyser pour prévenir en somme. Et le troisième axe alors? Le troisième axe, c'est un outil puissant, le droit d'alerte. Le CSE a la capacité, et même le devoir, d'alerter la direction s'il constate une atteinte aux droits des personnes, on pense au harcèlement, aux discriminations par exemple, ou bien s'il identifie un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité. C'est une responsabilité importante. C'est une responsabilité lourde, oui, un levier fort à manier avec discernement, mais sans hésitation quand c'est nécessaire. Ces missions sont larges. Et le document rappelle bien, je crois, que la SSCT, ça ne se résume pas aux risques physiques évidents, comme le bruit ou les produits chimiques. C'est un point qui mérite d'être souligné, parce qu'on a parfois une vision un peu limitée du sujet, non? C'est un point absolument crucial. La SSCT couvre un champ très, très vaste. L'organisation même du travail, les cadences, les procédures, l'autonomie qu'on laisse ou pas, D'accord? la charge de travail ressentie
pas seulement physique, mais aussi mental, émotionnel, l'impact des pratiques de management, le contenu même des tâches, est-ce qu'elles sont répétitives, intéressantes, source de stress, et même l'équilibre, souvent précaire, entre la vie pro et la vie perso. En fait, ça touche à tout ce qui fait l'expérience du travail au quotidien. On est loin des seuls équipements de protection individuelle, les EPI. Ça inclut aussi les risques psychosociaux, les fameux RPS dont on parle beaucoup. Tout à fait. Les RPS sont une composante majeure de la SSCT aujourd'hui. Penser SSCT, c'est vraiment analyser l'ensemble de l'écosystème professionnel et ses effets sur la santé physique et mentale des salariés. Comme le dit le texte, ça concerne tout le quotidien des salariés. Comprendre ces missions et l'étendue du champ, c'est la base. Mais la question qui vient tout de suite après, c'est comment le CSE peut-il être efficace? Il ne suffit pas de poser des questions en réunion plénière tous les mois. Ça, c'est une critique qu'on entend parfois, des réunions CSE un peu formelles où les sujets SSCT sont survolés. Oui, ce risque, si le CSE se contente d'être une sorte de boîte aux lettres qui transmet des questions et attend passivement les réponses de la direction, l'impact risque d'être limité. On peut tomber dans des dialogues de sourds ou obtenir des réponses très générales, voire dilatoires. Mhm. Pour obtenir des avancées concrètes, une approche plus proactive, plus structurée est indispensable. Il faut sortir de cette routine en fait. Et comment on sort de cette routine? 2 leviers particulièrement stratégiques pour initier une démarche de prévention efficace. Le premier, c'est un outil légal fondamental, le document unique d'évaluation des risques professionnels, le fameux DUER. Le DUR, oui. L'employeur a l'obligation légale d'y identifier et d'évaluer tous les risques présents dans l'entreprise, pour chaque unité de travail. C'est, si on veut, la cartographie des dangers potentiels. D'accord. Le DUR existe, c'est obligatoire. Mais comment le CSE peut s'en servir concrètement? Souvent, on a l'impression que c'est un document un peu administratif, non? C'est là que l'approche change. Le CSE doit obligatoirement être consulté lors de l'élaboration ou des mises à jour du DUR. Et ça, c'est une opportunité majeure. Le CSE, par sa proximité avec le terrain, il a une connaissance fine des conditions réelles de travail, des risques vécus au quotidien, qui peuvent échapper à une analyse faite d'en haut, si vous voulez. Ah oui? Saisir cette consultation, ce n'est pas juste donner un avis formel. C'est confronter le DUR à la réalité, l'enrichir, pointer le manque, s'assurer qu'il débouche sur un plan de prévention qui soit réaliste et pertinent. Donc, transformer une obligation de consultation en un véritable dialogue sur les risques réels. Par exemple, si le DUR mentionne juste risque de chute dans un entrepôt, le CSE pourrait apporter des éléments sur les zones précises, les moments critiques, les causes récurrentes observées par les salariés. C'est ça l'idée, hein? Précisément, documenter, objectiver et puis proposer. La deuxième porte d'entrée identifiée, c'est d'intervenir sur les projets de l'entreprise. Les projets. Oui, toute modification importante qui impacte les conditions de travail, l'introduction d'une nouvelle technologie, un réaménagement des locaux, un changement d'organisation, un nouveau logiciel, un déménagement, tout ça, ça devrait être une occasion pour le CSE d'intégrer la prévention très en amont, dès la conception. Agir avant que les problèmes ne soient installés, en quelque sorte. C'est de la prévention primaire, ça. C'est exactement ça. Le document souligne que c'est souvent bien plus efficace et aussi moins coûteux de réfléchir aux impacts sur la santé et la sécurité avant de déployer le projet, plutôt que de devoir réparer des situations dégradées une fois que tout est en place. Anticiper plutôt que guérir, quoi. Logique. Et pour nourrir ces deux démarches, l'analyse du DUR et l'intervention sur les projets, le document propose une méthode spécifique, basée sur l'analyse du travail. L'idée centrale est simple mais puissante. Utiliser le temps dont disposent les élus, les heures de délégation, dont le document rappelle qu'il y a un minimum légal de 10 heures par mois pour les titulaires, non pas seulement pour préparer la réunion, mais pour aller sur le terrain. Sur le terrain. Voilà, observer concrètement comment le travail se déroule, échanger avec les salariés pour comprendre leurs difficultés, leurs astuces aussi pour contourner les problèmes, leurs contraintes réelles. Il s'agit de recueillir des faits, d'objectiver les situations avant même d'aller en réunion. Donc l'élu CSE devient une sorte d'enquêteur du travail réel, pour dépasser le travail prescrit par les procédures officielles. C'est une belle image, oui. Sortir de la salle de réunion pour comprendre ce qui se passe vraiment. Cette investigation préalable, cette analyse du travail réel, ça change tout. Elle permet en réunion de poser des questions beaucoup plus précises, d'apporter des éléments factuels, d'argumenter solidement les demandes, et même de suggérer des pistes de solutions basées sur le terrain. D'accord. On n'est plus dans la simple transmission de plaintes ou d'impressions générales du type « les gens sont fatigués », mais dans l'analyse partagée.
Voilà ce qu'on a observé, voilà ce que les salariés nous disent, voilà les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qui boucle la boucle avec ce qu'on disait au début, ça renforce la crédibilité et l'efficacité du CSE. Une demande étayée par une analyse de terrain a forcément plus de poids face à la direction. Indiscutablement. Ça transforme la nature du dialogue, c'est certain. Maintenant, on sait que certains sujets SSCT peuvent être très techniques ou complexes. La charge mentale, les risques chimiques, l'ergonomie d'un poste. Le CSE ne peut pas être expert en tout, c'est évident. C'est un point essentiel, oui. Le CSE n'est pas isolé et il ne doit surtout pas hésiter à mobiliser des ressources externes pour l'aider. C'est un gain de temps et d'expertise. Le document met en avant 3 types d'acteurs externes clés. Premièrement, le médecin du travail et plus largement le service de prévention et de santé au travail, le SPST, auquel l'entreprise adhère obligatoirement. Le SPST, d'accord. Le médecin du travail est un conseiller pour l'employeur, pour les salariés, mais aussi pour le CSE. Il peut réaliser des études de poste, analyser des risques spécifiques, apporter un éclairage médical, alerter sur des situations préoccupantes. C'est vraiment un partenaire naturel. Un allié objectif et expert sur les questions de santé au travail, donc. Absolument. Deuxièmement, il y a le réseau de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et des ARACT, ses antennes régionales. Un acte, ARACT, oui. Ce sont des organismes publics spécialisés qui peuvent accompagner le CSE sur des projets spécifiques, fournir des méthodes d'analyse, apporter une expertise sur des thématiques pointues comme les risques psychosociaux, les RPS, la qualité de vie au travail, la prévention de l'usure professionnelle. Ils ont des outils, des méthodologies éprouvées et une vision assez large des enjeux. Utile pour ne pas avoir à réinventer la roue, j'imagine, et bénéficier d'une expertise neutre et reconnue. Tout à fait. Et troisièmement, il ne faut pas oublier les organisations syndicales. Elles offrent souvent un soutien important aux élus CSE, du conseil juridique, stratégique, des formations adaptées au mandat, des ressources documentaires, des retours d'expérience d'autres entreprises du même secteur. C'est un réseau d'appui et d'expertise militante qui est précieux. Donc un triptyque d'appui potentiel. Le médical avec le SPST, l'institutionnel spécialisé ANACT-ARACT et le syndical. Savoir quand et comment les solliciter, c'est une compétence en soi pour le CSE finalement. C'est une compétence clé pour démultiplier son action et sa pertinence, surtout oui, sur des sujets complexes. Si on essaye de synthétiser un peu ce qu'on a exploré, l'idée maîtresse qui ressort, c'est que la SSCT, si le CSE s'en empare de manière stratégique, informée et proactive, en utilisant l'analyse du travail réel et en mobilisant les bons leviers comme le DUR ou les projets, ça devient bien plus qu'une simple conformité légale. C'est un levier puissant pour agir sur le travail et sur l'entreprise. C'est tout à fait ça. Et le document ajoute une réflexion intéressante. La manière dont une entreprise traite la SSCT est souvent un très bon indicateur de sa culture, de son management, de son fonctionnement global. Ah oui, comme un miroir. C'est un peu comme un miroir de l'organisation, exactement. Et pour que le CSE puisse jouer ce rôle d'acteur stratégique, d'interlocuteur crédible et influent sur ce sujet miroir, jugé absolument indispensable, la formation des élus. La formation comme condition sine qua non de l'efficacité. On y revient toujours. Oui, parce que la SSST est un domaine qui mêle des aspects techniques, juridiques, mais aussi organisationnels, humains. Se former, ce n'est pas juste accumuler des connaissances, c'est comprendre les enjeux en profondeur, maîtriser les outils, comment on analyse une situation de travail, comment on lit un DUR, quand est-ce qu'on déclenche une alerte, savoir argumenter face à la direction, savoir où chercher l'info ou l'aide externe. D'accord. Un élu formé, c'est un élu plus confiant, plus pertinent et donc plus à même d'obtenir des résultats concrets pour les salariés qu'il représente. Ça semble logique, oui. Pour conclure notre échange, peut-être une dernière pensée à laisser mûrir, inspirée par cette lecture stratégique de la SSCT. Si un CSE réussit vraiment cette transformation, passer d'un rôle, parfois vu comme juste réactif ou administratif, à celui d'un véritable partenaire proactif qui analyse le travail et propose des solutions pour la prévention, quel impact cela pourrait-il avoir, à terme, sur sa propre place, son influence, sa reconnaissance au sein même de l'entreprise ? C'est une excellente question de fond pour tout élu, effectivement. Aller au-delà du mandat légal pour en faire un levier d'action stratégique et reconnu. C'est sans doute là que se joue la différence entre un CSE qui, disons, subit la SSCT et un CSE qui s'en sert pour peser réellement sur l'amélioration des conditions de travail et, par ricochet, sur la performance durable de l'entreprise.
Transformer la contrainte perçue en opportunité d'agir, c'est peut-être ça le véritable enjeu de cette approche stratégique.